Je vais vous parler de la transformation de Schneider, donc transformation qui a été très conséquente pendant les 17 dernières années. On m'a prêté les clés de la société en tant que directeur général il y a 17 ans, j'en suis devenu président il y a 15 ans. Et effectivement, s'il y a un seul mot qui nous résume, c'est changement, transformation. On l'a dit, changement de taille et puis beaucoup changement de profil. Et à la fin, ou au début, si je reviens finalement toutes ces années en arrière, lorsqu'on a commencé ce voyage, on avait une situation qu'on était finalement une société de taille modeste par rapport à notre industrie. À l'époque, nous étions 10 fois plus petits que le plus gros de notre industrie. On avait un positionnement qui n'était pas suffisamment différencié. Et donc, avec l'équipe qui m'accompagnait, on a choisi trois choses simples, trois axes simples et des priorités de changement, parce que quand vous voulez vous transformer, il ne faut pas partir dans trop de directions. Le premier, ça a été le positionnement original, et on est 15 ans en arrière, dans le domaine de l'énergie, d'être le champion d'utilisation des technologies pour le développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire de façon pratique? C'est repréciser la raison d'être, la mission d'entreprise. On a dit dès le début, nous, on veut être le partenaire de nos clients pour les aider à tirer le meilleur de leur énergie et de leurs ressources. On a immédiatement, parce qu'on venait de ce secteur et on connaissait le potentiel de ce secteur, leveragé les technologies et particulièrement le digital pour réconcilier progrès et développement durable. Et donc, on a repositionné Schneider dans cet environnement. Quelles ont été les conséquences de cette chose? D'abord, ça a été de repositionner notre portefeuille. On a réalisé au cours des 15 dernières années 12 milliards d'acquisitions en termes de chiffre d'affaires. Donc, on a fait l'acquisition de 12 milliards d'euros pour compléter notre portefeuille. On a vendu 3 milliards d'euros d'activités qui ne correspondaient plus à cette nouvelle mission. Et puis, quand on va dans le développement durable, c'est un peu plus que de changer sa mission vers le client. Il y a tout l'ADN de la société qui est à modifier en termes de stratégie, je viens de le dire, en termes d'objectifs personnels et de projets de changement à l'intérieur de la société, de changement de la culture et puis de la gouvernance de l'entreprise. Et le choix des collaborateurs qui vont vous retenir. Très clairement, si vous voulez que votre entreprise soit championne dans ce domaine du développement durable, il faut que les gens qui soient à l'intérieur soient passionnés par ce domaine et prêts à aller dans ces directions. Donc, on a mis en place des systèmes de changement, enfin des systèmes de progrès, accompagnés par des plans à 3 ans dans lesquels on a étendu le champ des axes de progrès, on a augmenté nos ambitions tous les 3 ans et on a eu cette reconnaissance formidable en début d'année d'être reconnu comme la société la plus responsable du monde pendant le forum de Davos. Donc, on pourra en reparler, mais véritablement, la première société à dire que que le modèle traditionnel de l'énergie, qui était celui d'extraire plus, fournir plus, brûler plus, était sans doute dans une impasse et qu'il fallait qu'on soit la société qui développe les technologies pour permettre à nos clients de faire la même chose ou de faire plus, tout en utilisant moins des ressources et de l'énergie de l'entreprise. Deuxième élément, c'est que même si je considère que notre génération a été la première à découvrir que le changement climatique existait, on est aussi la seule génération qui puisse en changer le cours. Et on a eu la chance de découvrir ça à un moment où 2 technologies permettent d'inverser la tendance. La première, c'est l'électrification basée sur les renouvelables, principalement, ou sur l'électricité bas carbone, numéro 1. Et la deuxième chose, c'est la digitalisation. Et quand on parle de digitalisation, moi j'ai vécu l'épisode 1 de la digitalisation. C'est celui qui a changé notre manière de vivre et de travailler ensemble. C'est grâce à ça qu'on se parle ce soir sur Zoom. Mais l'épisode 2 de la digitalisation, celui que Schneider a contribué à lancer il y a une dizaine d'années, c'est celui de l'Internet des objets qui est couplé au big data, qui est couplé à l'intelligence artificielle et aux analytiques. Et cet épisode 2 va révolutionner autant la manière dont on vit avec notre environnement que l'épisode 1 a révolutionné la façon dont on vit ensemble. Et la digitalisation est un vecteur majeur d'efficacité, d'efficacité systémique entre une production qui est décarbonée mais volatile, entre des réseaux intelligents qui permettent de mieux gérer l'énergie, entre des dispositifs, des smart homes, des smart buildings, des smart industry qui modulent leur consommation.
et puis un outil majeur grâce à la traçabilité de la mise en place de circularité au travers de tous nos processus. Donc à l'époque, on faisait très peu de digital chez Schneider. Aujourd'hui, le digital et les services associés représentent 50% de notre chiffre d'affaires. Et dans cette 50% de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire à peu près 12 milliards 12 milliards 5 de chiffre d'affaires d'euros, on a 2 milliards 5 qui sont ce que j'appelle du software pur, du software agnostique qui n'est pas lié au système que nous vendons, mais du software qui est une pure société de software. On a été jusqu'au bout de la logique. On a mis en bourse cette société pour qu'elle représente une enveloppe qui est complètement une enveloppe de software, garante d'agnosticité vis-à-vis de nos clients et puis garante vis-à-vis de nos collaborateurs qui travaillent à l'intérieur d'avoir toutes les caractéristiques d'une société de software. Donc, premier pari du développement durable. Deuxième pari de la digitalisation qui sont intrinsèquement liés. Je pense que le digital est le premier catalyseur d'un développement plus durable, couplé à l'électrification qui était l'activité historique de Schneider, sauf qu'on s'est focalisé sur une électricité bas carbone, qui soit maîtrisée en termes d'efficacité, décentralisée et renouvelable. Et la troisième transformation qu'on a opérée et qui motive le fait qu'aujourd'hui je vous parle dans la soirée à partir de Hong Kong, c'est la réalisation que le monde pivoterait autour des marchés émergents, qui représentent 90% quasiment de la population mondiale, et que le centre de gravité de ces pays émergents en termes de développement, c'est l'Asie. Et donc, il était crucial pour nous, si on voulait retrouver, recoller ou voire rentrer dans le leadership du peloton de notre industrie, s'assurer qu'on soit les meilleurs en Asie. Et moi, j'avais historiquement passé une grande partie de ma carrière dans les pays émergents, dans la Chine des années 90, en Afrique, et j'étais convaincu que si on voulait réussir en Asie, il fallait y aller avec une adaptation culturelle, technologique et de business très forte. Et donc, j'ai fait ça à partir de Paris pendant quelques années, pendant 11 ans, et puis à un moment, ce n'était plus possible. Et il y a 10 ans, j'ai décidé, avec une partie de mon équipe, d'aller m'établir à Hong Kong pour être au milieu de centres de changement, pour mieux nous y adapter. Et on est effectivement au cœur d'une activité aussi, enfin en Asie, qui représente aujourd'hui 40% de la consommation, qui représentera en 2040 50% du PIB mondial, 40% de la consommation planétaire, et qui est le premier lieu de développement de la ville, des villes, de l'industrie et de la digitalisation. Donc aujourd'hui, on réalise 40% de notre chiffre d'affaires dans les pays émergents. On le fait de façon très locale, parce que ces pays, comme tous les pays, demandent à ce que le développement d'une multinationale profite aussi à l'écosystème local. Et parmi ces pays émergents, l'Asie, alors que le groupe multipliait sa taille par 3, l'Asie voyait sa taille multipliée par 7. Donc voilà ce qu'on a fait comme développement et comme transformation. 3 priorités très liées les unes aux autres, le développement durable, la digitalisation et l'Asie. Je vais peut-être essayer aussi d'expliquer le lien qu'il y a entre l'Asie et le développement durable. 60% des effets négatifs du développement durable, en fait 2/3, se passeront en Asie, dans lequel les plus grandes villes situées proches des océans souffriront le plus de la montée des océans, seront frappées de typhons, dans lequel des déserts seront frappés de sécheresse. Et donc, c'est là aussi, dans les villes de ce continent, que se gagnera ou se perdra une grande partie du réchauffement climatique. Donc, voilà, aujourd'hui, voilà ces 3 transformations. Je pense que Schneider, j'ai parlé de l'Asie parce que pour parler de mon déplacement à Hong Kong, mais en fait, ce qu'on a vécu dans les 15 dernières années, c'est une internationalisation de la société. Et au moment où une partie de mon COMEX partait en Asie, une autre partie partait en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, je pense qu'on est une des sociétés les plus globales en France, les plus globales au monde et dans notre industrie, avec un chiffre d'affaires équivalent en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, et 16% de notre chiffre d'affaires entre l'Amérique du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient.
Alors peut-être un partage d'expérience sur comment on mène une transformation d'un groupe qui a plus de 180 ans d'histoire et qu'on l'amène dans l'ère du digital et dans ces nouvelles et sur les fronts du monde global. Et finalement, quand je relis mes 35 années chez Schneider, qui étaient très souvent dans le développement de nouvelles activités ou de nouveaux pays, ou mes 17 années à la tête du groupe, finalement, je dirais le plus important, ça commence tout par les personnes, par les collaborateurs. It's all about people and motivation. Non seulement amener à bord de la société les personnes que vous souhaitez pour ce que vous souhaitez développer, vous les développez, et savoir leur donner le cadre de fonctionnement qui sera le plus motivant. Et il y a certains principes qui sont très forts chez Schneider. Il y a la méritocratie, c'est une chose à laquelle qui m'est très chère parce que je viens d'origine modeste, rurale, et que cette société m'a donné la chance complètement inattendue d'en prendre la tête et d'en mener le développement. Le choix des personnes, autant sur leur bagage que sur leurs caractéristiques personnelles, leur personnalité, et on pourra en reparler si vous le souhaitez après. Et puis, une volonté très forte de m'assurer que l'organisation de l'entreprise fait que nous soyons près de nos collaborateurs. D'où, lorsque j'ai dissous mon COMEX d'un centre traditionnel à ce qu'on appelle un mode de management global et connecté, chacun des leaders de mon COMEX s'est trouvé immergé dans des équipes opérationnelles. Lorsque vous sortez de mon bureau à Hong Kong, je suis au milieu des vendeurs. Je ne suis pas au milieu d'un corporate. Et donc, je pense que ça a été et ça reste un élément essentiel de la différence et de la différenciation de Schneider et de notre performance. Le deuxième élément, c'est de s'assurer qu'on donne à ses collaborateurs un environnement motivant. Et moi, mon expérience aussi ici, c'est tout au sujet de la vitesse et de l'impact que vous créez. Personne ne veut travailler dans un environnement lourd, lent et dans lequel vous n'avez aucune influence. Donc, quel est le modèle qui permette d'avoir cette méritocratie, d'avoir cette diversité dans un environnement qui permet à chacun de pouvoir avoir un impact et de pouvoir le faire de façon rapide. Bien, ce que nous avons mis en place, c'est ce que Eric mentionnait, c'est-à-dire cette organisation qui est, à mon sens, encore très originale au niveau mondial, cette organisation multilocale où nos centres de direction est articulés autour de quelques centres mondiaux. On a aujourd'hui 4 centres mondiaux pour Schneider, l'un en Europe, l'un en Amérique du Nord, l'un en Inde et l'un en Chine. Et toutes les décisions que nous prenons pour le groupe sont articulées autour de personnes qui sont basées dans ces hubs, ce qui fait qu'on est proche du terrain et qu'en même temps, on est capable de mobiliser notre taille et, encore plus important, de bénéficier de nos différences d'histoire, de nos différences de vue, de nos différences de culture pour intégrer dans nos décisions toute la richesse de nos diversités. Donc ça, c'est le premier point. Tout commence. Si j'ai un conseil à vous donner en tant que dirigeant, tout commence par le bon choix des personnes qui vous entourent et de s'assurer que vous aurez créé un environnement qui soit proche d'eux, qui leur permette de la vitesse, qui leur permette de l'impact et qui cultive les différences et la diversité. Le deuxième conseil, c'est de toujours privilégier le long terme. D'où la focalisation chez Schneider sur le développement durable. Toutes les décisions qu'on prend dans l'industrie sont des décisions, un nouveau lab, une nouvelle usine, un nouveau bureau, qui sont là pour les décennies à venir. Et être dirigeant, c'est diriger. On n'est pas là simplement pour manager les opérations. Je vois trop de gens qui rentrent dans leur fonction en disant « je vais gérer ». Gérer, ce n'est pas suffisant, c'est la qualification minimale. Donc, lorsque nous avons repositionné Schneider il y a une quinzaine d'années, le sujet c'était où nous positionnons-nous, où devons-nous nous positionner, où allons-nous positionner l'entreprise pour à la fois bénéficier de vents positifs durables et à la fois dérisquer l'entreprise. Et pour cela, le choix d'être le champion du développement durable grâce aux technologies a été extrêmement bénéfique
parce qu'il nous a donné à la fois un choix très long terme. Il y a 15 ans, c'était très entreprenant et très peu à la mode d'être à la tête de ces sujets-là. Et ça nous a permis de nous positionner à long terme sur les bonnes tendances et en même temps de dérisquer l'entreprise, puisque ce faisant, toutes les décisions que nous prenions dans l'entreprise étaient prises dans un état d'esprit durable et de long terme. Alors maintenant, il faut aussi se dire que ce n'est pas simplement le long terme, il faut être aussi capable de faire le court terme. Je pense qu'une des caractéristiques du métier de dirigeant, c'est de gérer les contradictions et de gérer de multiples dimensions à la fois. Et autant on peut dire que toutes les décisions doivent être prises avec une perspective de long terme, si vous n'arrivez pas à assurer une performance de court terme, on ne vous donnera pas les moyens d'aller jusqu'au long terme. Donc, on peut être à la fois performant et bienveillant, et je dirais même que notre devoir, en tant que dirigeant, c'est de s'assurer qu'on continue à faire performer l'entreprise tout en construisant un avenir durable pour nos équipes et pour nos clients. Et puis, le dernier point, qui est un credo très fort, je pense que c'est vraiment très utile de bien connaître son métier. À la fin, on peut parler de tous les rôles de l'entreprise, environnementaux, sociaux, dans son écosystème. Mais nos clients viennent nous voir parce que chez Schneider, on va trouver les solutions les plus innovatives pour l'efficacité et le développement durable. Et donc, il faut aimer ses produits et les connaître par cœur, aimer ses clients et les connaître par cœur, aimer ses technologies et les connaître par cœur, aimer et connaître ses collaborateurs pour les engager. Je pense qu'on peut gérer une entreprise sans connaître son métier. C'est difficile d'innover et de transformer sans connaître son métier. Donc voilà, en quelques mots, quelque part en 3 priorités et en 3 règles d'or, ce que je voulais partager avec vous en ouverture d'une session de dialogue. Merci beaucoup, Monsieur Tricouart. Ça a été extrêmement instructif. J'aimerais rebondir immédiatement sur le 3e axe de transformation de votre entreprise, qui était donc de se tourner plutôt vers l'Asie. Vous vous êtes implanté il y a maintenant 10 ans à Hong Kong, il me semble. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire, 10 ans plus tard, quel est le bilan concrètement de cette expatriation? D'abord, je ne pense pas que c'est une expatriation, parce que Schneider étant dans tous les pays, enfin dans toutes les zones, comme je l'ai dit, on est présent partout dans le monde. On est en plus une société de droit européen domiciliée à Paris, donc on a un siège qui est très clair. Et comme je le disais, on avait une base européenne qui était très forte et on a fait à la fois un renforcement de nos efforts vers l'Amérique du Nord et un renforcement de nos efforts vers l'Asie. Bon, premier bilan, ça a marché. Parce qu'aujourd'hui, l'Asie est notre première zone. De nouveau, elle a fait une croissance 2 fois plus rapide que le reste du groupe. Je crois que ce que ça nous a apporté aussi, c'est une forme de rapidité qui vient par l'émulation qu'apportent des zones aussi différentes que l'Asie du Sud-Est, l'Inde, la Chine. Ça nous a permis d'avoir des décisions beaucoup plus locales et plus agiles à un moment où le monde devient plus multipolaire, c'est-à-dire que les façons de gérer, les façons de décider, les technologies sont de plus en plus locales. On reste dans un monde global, mais il y a des composantes locales de plus en plus fortes. Et puis ce choix d'organisation qui va jusqu'à notre supply chain et à nos fournisseurs nous a aidé fortement à réduire notre empreinte carbone parce qu'on est beaucoup plus proche de nos marchés. Ensuite, peut-être un deuxième élément, c'est que ça a été un catalyseur majeur de notre diversité. Je crois qu'on est une société très diverse, que ce soit au niveau de notre conseil d'administration, notre comité exécutif et du corps social de l'entreprise, parce que le modèle que je décrivais, qui est global et connecté, permet à chacun dans l'entreprise, quelles que soient ses origines nationales et sans quitter la proximité de sa famille, d'occuper les plus hautes fonctions dans l'entreprise. Et puis, le dernier point, c'est que je pense que ça réduit les risques d'une centralisation endogène. Ça fait que je crois que quand on prend des décisions, quand on regarde des sujets chez Schneider, on a vraiment des gens de toutes les origines autour de la table qui se frottent quotidiennement à de nombreuses réalités qui sont très différentes
et ça nous permet d'être à la fois plus réaliste, je pense plus créatif et plus innovant. Bonjour, Monsieur Tricouart. Nous continuons sur le passage à Hong Kong du comité exécutif. Et une question qui me vient, c'est pourquoi Hong Kong plutôt que la Chine continentale? Et est-ce que l'évolution du statut de Hong Kong ces dernières années vous inquiète? Alors, premier élément, ce n'est pas le comité exécutif à Hong Kong, c'est une multipolarisation du comité exécutif qui d'un seul coup, il n'y a plus un centre, il y a plusieurs centres, et grâce à la technologie, grâce à ce qu'on fait ce soir, on a des réunions virtuelles tout le temps qui nous permettent de prendre des décisions de façon aussi efficace. Ce qui fait entre nous que lorsque le Covid a frappé le monde, on était nous tous outillés. C'est-à-dire qu'on avait déjà des contrats flexibles pour nos collaborateurs pour pouvoir travailler à la maison, et le COMEX était habitué à travailler de façon quotidienne de cette façon-là. Alors pour répondre à votre question, pourquoi Hong Kong? D'abord parce que c'est un mouvement en Asie. Et donc, on a choisi une partie de la Chine qui était plus ouverte, qui était plus centrale en Asie et qui nous permettait de bien la couvrir. Alors, Hong Kong a la triple caractéristique, d'être complètement un des centres, des cœurs en termes de transport en Asie, d'être bien entendu super connecté à la Chine, partie de la Chine. Et puis c'est aussi l'une des villes qui est directement connectée aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a d'autres villes sur lesquelles vous êtes obligé de faire une connexion pour aller aux États-Unis. À partir de Hong Kong, vous allez à peu près dans toutes les villes des États-Unis avec des vols directs. Ce sont des petits détails qui semblent très pratiques, mais comme quand vous voyagez comme moi 60% de votre temps, c'est assez important, à moins que vous n'ayez une certaine passion pour les salles d'attente des aéroports, ce qui, moi, n'a aucun attrait pour moi. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur les évolutions qu'il y a à Hong Kong, ce qu'il faut bien comprendre, enfin moi qui vivais en Chine dans les années 90 et qui est toujours eu le contact avec cette partie du monde et d'autres parties du monde depuis cette période, c'est que Hong Kong a toujours dû s'adapter. Moi, j'ai vécu le transfert ou le changement de Hong Kong de colonie anglaise à territoire d'administration spéciale de la Chine. Ça a été une première adaptation. J'ai vécu la terrible épreuve de la SARS en 2003. J'avais vécu avant les crises financières asiatiques à Hong Kong. Et Hong Kong a toujours traversé des crises, a toujours été sur la brèche parce que c'est une ville qui est au milieu de très gros pays et donc qui doit s'adapter pour rester compétitif. La deuxième chose, c'est ce qu'on a vécu à Hong Kong, c'est un certain nombre de troubles, mais qui ne sont pas uniques, c'est-à-dire qu'on a eu les mêmes contradictions et divisions que celles qui traversent de nombreuses sociétés. Quand il y a eu des sujets à Hong Kong, il y avait les gilets jaunes en France, et moi qui ai un pied des deux côtés, c'était une situation qui était aussi assez complexe. Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est l'accélération du processus de rapprochement de la Chine et de Hong Kong. Et moi, je crois que si on fait les bons choix à Hong Kong, ça peut être très prometteur pour l'avenir de Hong Kong. Hong Kong sera le centre financier ouvert et s'affirme de plus en plus comme le centre financier ouvert de la Chine. Je crois qu'il y a 7 des 12 plus grosses IPO mondiales qui se sont faits à Hong Kong dans les 2 dernières années. Vous avez aujourd'hui un nombre de sociétés, vu les tensions avec les États-Unis, qui se listent à Hong Kong ou qui se co-listent à Hong Kong plutôt qu'aux États-Unis. Vous avez Hong Kong qui est complètement intégré au sud de la Chine, on l'a assez mal réalisé, mais qui est en fait la Silicon Valley de la Chine, 2 fois la population de la Californie, avec des villes comme Shenzhen, Dongguan, Zhuhai, Guangzhou, et dans lequel vous avez un creuset d'innovation de start-up qui a assez peu d'équivalent. Vous avez des sociétés comme Tencent, DJI, pour en citer, SenseTime, pour n'en citer que quelques-unes. Et Hong Kong constitue le pôle d'internationalisation naturelle de cette région. Et puis enfin, il y a un véritable avenir à l'intégration de ce qu'on appelle la Great Bay Area, donc toute cette zone du Guangdong, qui a tout ce potentiel à la fois dans le financier et le digital et qui est très prometteuse pour l'avenir. Maintenant, ça fait encore une fois un changement à réaliser pour Hong Kong. C'est l'héritier de la famille Kadoorie qui disait Hong Kong, c'est comme une balle en caoutchouc, c'est plus elle tombe
loin par terre, plus elle rebondit haut dans le ciel. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'histoire des 200 dernières années de Hong Kong, ça a été une histoire permanente de crise, rebond, d'adaptation. Et aujourd'hui, Hong Kong a un statut très unique dans cette partie du monde. Moi, j'aimerais rebondir sur vos voyages lorsque vous étiez jeune. Vous nous avez indiqué que pour construire une entreprise comme la vôtre, il fallait avant tout comprendre la culture asiatique. Et je me demandais, lors de vos voyages, lors de votre jeunesse, qu'est-ce que vous aviez trouvé dans cette culture? Quelles attaches vous aviez pu trouver qui vous donneraient envie plus tard de vous délocaliser, comme vous nous l'avez indiqué, en Asie? Alors, je ne suis ni expatrié ni délocalisé. Je suis en local. Je vais repréciser. D'abord, je vais resituer. Je n'ai pas fait de voyage, moi, quand j'étais jeune, parce que je n'avais pas d'argent. Donc, j'ai pris mon premier train à 14 ans et j'ai pris mon premier avion à 23 ans. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui m'a inspiré dans ma jeunesse pour découvrir le monde? C'est des livres. Et c'est tout. Parce que quand vous n'avez pas d'argent, il faut d'abord avoir de l'argent pour payer ses études. Ça a été ma jeunesse. Et comme je viens d'origine rurale que j'adore et dont je suis encore passionné, et avec lequel des amis avec lesquels j'ai encore des liens très, très forts, j'ai autant aimé ma vie locale que ma vie globale. Je pense que les deux ont la même valeur et que le monde a besoin de gens qui adorent le local et qui adorent le global, et sans vouloir que tout le monde fasse tout. Donc, voilà. Ensuite, quand à 23 ans, vous prenez votre premier avion, vous avez un sacré retard à attraper, quoi. En langage, en langue, en connaissance des autres cultures. Et donc, depuis, je voyage beaucoup à cause de mon travail. Alors, ça n'a pas été vrai au début, parce que je suis parti en contrat local en Italie. Je suis parti ensuite en Chine, à un moment où pas vraiment beaucoup de monde voulait y aller. Je suis parti en Afrique subsaharienne et puis ensuite pour la développer aux États-Unis. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'avais des salaires et un peu d'argent, j'ai pris toutes mes vacances, y compris quand je travaillais beaucoup, pour aller visiter d'autres pays et d'autres cultures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai dû visiter 100 pays au total, dont beaucoup d'ailleurs pendant de nombreuses années avec ce qu'on appelle avec du backpacking, du sac à dos, pour s'assurer qu'on fasse pas, qu'on reste pas dans le superficiel de la découverte de ces pays. Donc voilà, et ce que je pense, ces voyages que j'ai pu faire à titre personnel sont pour moi très complémentaires de ce que je fais à titre professionnel. Parce que quand vous faites du professionnel, en fait, vous ne voyez pas grand-chose. Vous allez dans un aéroport et tous les aéroports du monde sont les mêmes. Vous allez dans un hôtel qui est plutôt pas mal et tous les hôtels du monde qui sont plutôt pas mal sont les mêmes. Vous allez dans des bureaux de Schneider qui sont tous les mêmes ou à peu près. Et donc, vous ne voyez pas grand-chose du pays. Donc, moi, je considère qu'il est important à titre personnel de compléter ça avec ma famille et d'aller voir en profondeur certaines zones ou certains pays qui m'intéressent à titre culturel ou à titre professionnel. Voilà, et j'en ai retiré beaucoup de choses, c'est-à-dire des vues différentes du monde et le fait que plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il faut aller voir pour comprendre, parce que ce qu'on nous reporte dans nos pays au travers des médias est souvent une vision quand même malgré tout reconstruite d'une réalité, et qu'il est important d'aller toucher, d'aller comprendre la partie micro de la vie des gens, aller vivre dans qu'est-ce qui fait bouger les personnes. Et c'est vrai dans une entreprise aussi. Il y a une petite tendance un peu naturelle à s'attacher ou à s'arrêter aux grands chiffres, aux grandes tendances, alors que ce qui fait vraiment la différence, et là vous pouvez comprendre des choses et innover, ce sont la compréhension de ce qui fait bouger les gens et de ce qui les intéresse dans leur vie personnelle. Bon voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Mais je suis toujours en rattrapage. J'ai toujours ces 23 ans qu'il faut que... C'est long, Maintenant, j'aimerais vous poser des questions à vous sur un plan plus personnel, au niveau des décisions que vous avez prises pour votre carrière notamment. Vous êtes resté donc très longtemps au sein de la même entreprise, Schneider, où vous avez donc gravi tous les échelons. Pourquoi cette décision-là? Pourquoi n'avez-vous pas choisi, par exemple, de changer d'environnement et de cadre de travail? Je pense pas que ça a été construit. D'abord, il y a
d'abord, comme je vous l'ai dit, j'ai vécu dans beaucoup de pays et j'ai eu beaucoup de missions très différentes chez Schneider. Et donc, j'ai eu l'impression d'avoir plusieurs vies. J'ai démarré avec, au sein d'une équipe, les opérations de Schneider en Chine. On était 10 à l'époque. Aujourd'hui, on est 28 000 en Chine. C'était dans les années 90. Ça a été une start-up qui a très bien réussi. J'ai été immergé dans une PME italienne lorsque j'avais 25 ans. J'ai même dû vivre dans l'usine parce qu'il y avait des sujets à régler. C'était une vie différente, etc. L'Afrique du Sud et l'Afrique subsaharienne, c'était une vie différente. J'ai vécu aux États-Unis pendant le 11 septembre, c'était une vie différente. Je pense que tout ça, cette variété de carrière, je ne suis pas sûr que j'aurais pu même la construire si j'avais eu ma propre entreprise, parce que ça m'a permis d'aller vraiment dans beaucoup d'endroits avec beaucoup de choses différentes. Ce que j'ai fait, c'est pendant les 15 premières années, j'ai pris souvent des rôles que personne ne voulait prendre, ce qui, à mon avis, m'a permis de construire plus de compétences peut-être que d'autres. Et puis après, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré mon prédécesseur, Henri Lachmann, qui m'a demandé de prendre le rôle du développement de l'international, que j'ai pris à 38 ans, puis la direction générale que j'ai pris à 40 ans. Alors, pourquoi est-ce que finalement, il y a bien entendu eu de nombreuses opportunités de pouvoir changer? Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est important de connaître son métier. Je pense que Schneider est une société qui laisse beaucoup d'autonomie. Quand on veut impulser du changement, on a énormément d'autonomie avec beaucoup de moyens, avec les moyens d'une société de 70 milliards de capitalisation boursière. Et puis, j'ai construit au cours du temps des relations avec cette communauté de gens que je connais, qui sont des collaborateurs, des clients que je respecte, que j'aime beaucoup. Et puis, ce métier continue à me donner l'opportunité tous les jours de travailler avec des gens qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont des passés différents, qui représentent toutes les facettes de la diversité de nos sociétés. Et donc, voilà, je crois que je suis passionné par ce que je fais. Pour rebondir sur ça et sur Schneider, qui est une haute capitalisation qui est présente partout dans le monde, ces dernières années, et depuis une dizaine d'années, l'Afrique connaît une croissance très importante. Est-ce que vous pensez que c'est un des marchés qui va devenir majeur dans les prochaines années, ou au contraire, ça va être assez superficiel? Non, d'abord, l'Afrique, ce n'est pas superficiel. D'abord, l'Afrique, c'est énorme. On dit l'Afrique, mais dans la surface de l'Afrique, vous pouvez mettre plusieurs des autres continents. Et pour m'en être occupé directement pendant un an, c'est hallucinant de longues distances et de différences culturelles. Deuxièmement, je pense que la force fondamentale des cultures, des économies et des pays, c'est la population. Et l'Afrique est de loin la population qui va croître le plus vite, le plus rapidement et qui sera la plus jeune. Et donc, l'Afrique a un énorme potentiel devant elle. Les Afriques. Enfin, les pays d'Afrique, pour être plus précis. Et donc, moi, je suis très engagé en Afrique. J'ai ouvert beaucoup de filiales en Afrique. J'ai ouvert des usines en Afrique. Je passe au moins une fois par an, 2 fois par an en Afrique pour soutenir les équipes qui se développent. Et l'Afrique va bénéficier aussi de l'investissement combiné de l'Europe, de l'Amérique du Nord et surtout de la Chine, donc, et de l'Inde. Parce qu'il y a une communauté indienne qui est très, très développée aussi en Afrique. Par contre, je pense que ça va prendre un peu de temps. Et le sujet de l'énergie, qui est le sujet de Schneider, est absolument clé. Parce que quand vous vivez dans des pays africains, vous savez que l'accès à l'énergie, c'est votre passeport pour une vie décente. Et que l'énergie, c'est le droit fondamental auquel tous ont droit. Et donc, nous, on a un rôle majeur à jouer dans ce domaine, à amener des systèmes qui sont décentralisés, renouvelables, autonomes, et qui permettent à l'Afrique de bénéficier de l'énergie qui lui permettent de commencer, enfin d'accélérer son développement. On a créé une opération qui s'appelle Accès à l'énergie, dans laquelle on combine l'innovation avec des produits qui sont très adaptés à des contextes comme l'Afrique ou des parties du sous-continent indien. La formation, c'est-à-dire qu'on forme des jeunes qui sont en général d'origine agricole pour devenir électriciens, pour devenir automaticiens.
Et puis, on met en place des fonds pour aider les plus entreprenants d'entre eux à monter leur société pour qu'eux aillent électrifier et amener de l'énergie à leur communauté et à leur famille. Et donc, on a amené l'électricité sur les 10 dernières années à 30 millions de personnes. On se donne l'objectif d'en amener à 50 millions de personnes, de former 1 million de jeunes à nos métiers. Et c'est absolument c'est formidable. Voilà. Et pour conclure cette phase d'interview, je vous pose une dernière question sur le forum de Davos. Ouais. Vous l'avez évoqué, vous êtes amené à y représenter votre entreprise et parfois y intervenir. Quels sont les enjeux climatiques notamment qui se jouent réellement autour de ce forum? D'abord, Davos, on en parle beaucoup, c'est presque devenu un fantasme, et c'est un des lieux d'échange dans lequel les parties prenantes différentes de la société se rencontrent pour essayer de faire avancer les choses. Mais dans mon emploi du temps de président de Schneider, je participe dans l'année à une dizaine de forums de cette nature autour du monde, dans lequel vous avez cette combinaison d'ONG, d'institutions financières, de gouvernements, de villes, d'entreprises, de professeurs, d'académiques qui essayent de faire vraiment, de trouver des solutions originales aux grands problèmes du monde. L'OEF, enfin ce qu'on appelle Davos, et l'OEF est très connu parce qu'effectivement, c'est un lieu où vont beaucoup de personnes. Et très clairement, l'année dernière, avant le Covid, et le changement climatique était devenu l'événement central de Davos. Et la réalisation que les entreprises étaient tenues responsables de leurs résultats financiers, sans lesquels elles n'arrivent pas à avancer, où elles ne peuvent pas contribuer au bien des sociétés, mais aussi directement responsables de leurs contributions non financières. Ce qui nous va à nous, Schneider, très bien, parce que c'est vraiment ce qui a présidé à l'établissement de notre stratégie, de notre code de conduite et de ce qu'on attend de toutes les entités de Schneider. Et donc, moi, je suis quand même de plus en plus, je pense que le challenge du changement climatique est un challenge énorme, c'est celui de ma génération, c'est celui de votre génération. Je dirais que c'est celui des 20 années qui viennent, parce que si on ne trouve pas des solutions dans les 20 années qui viennent, on est face à un phénomène exponentiel qui sera très difficile de limiter. Donc, je pense que la priorité, c'est d'agir et d'agir vite, de ne pas compter sur des innovations qui se produiront peut-être dans 10 ou 20 ans. On a aujourd'hui toutes les technologies pour nous remettre sur une trajectoire à 1,5 degré et en même temps amener l'énergie aux 2 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas un accès fiable à l'énergie. On a toutes les technologies. Il faut juste qu'on change notre manière de penser. Il faut juste que tous les bâtiments qu'on construise aujourd'hui ne soient plus basés sur des énergies fossiles. Il faut juste qu'on passe très vite à de la mobilité électrique basée sur de l'électricité bas carbone. Et il faut juste qu'on travaille sur la circularité de tout ce qu'on fait, basé sur la technologie, pour progresser. Et là, c'est une question de temps. C'est une question d'action. Et je pense que toutes les décisions qu'on prend comptent. Et des forums comme Davos sont l'un des forums qui permettent de faire avancer ce sentiment d'urgence, faire avancer les régulations et faire avancer les entreprises dans la bonne direction. Mais quand même, le monde a beaucoup tourné. Vous avez aujourd'hui plus de 400 entreprises, très grosses entreprises, qui ont souscrit une trajectoire du 1,5 degré sur des objectifs basés sur la science. Il y a 2 ans, vous n'aviez personne. Et je pense que le vrai tournant s'est passé il y a 2 ans lorsque les milieux financiers ont pivoté. Je pense que la COP 21, il y a 5 ou 6 ans, a été un élément clé où le sujet, moi qui suis ça, parce que nous, on prêchait cette cause depuis longtemps, mais on était un peu solitaire, c'était une prêche un peu difficile. Il y a 5 ans, à la COP 21, le problème est passé du politique NGO vers les villes et les entreprises, qui ont des moyens de projet, des moyens humains, des moyens financiers, des moyens technologiques pour faire bouger les choses. Ensuite, on a vu il y a 2 ans les investisseurs bouger. Et là très clairement, je pense que le monde est en train de pivoter. Votre focalisation sur le développement durable vous a manifestement permis d'agrandir votre société et d'augmenter vos profits. Néanmoins, avez-vous l'impression d'avoir effectivement eu un impact sur l'environnement? Dans quelle mesure, selon vous, les entreprises peuvent-elles impulser des changements efficaces et mesurables pour lutter contre le réchauffement climatique?
Je pense, enfin moi, si j'ai choisi de faire de l'entreprise, c'est que je voulais avoir un impact. C'est-à-dire que je pense que la technologie et la mise en place de technologie nous permet de faire évoluer le monde et que, bien entendu, on peut toujours se faire peur avec la technologie, mais globalement, si on prend 150 ans de profondeur de vue, l'espérance de vie de l'être humain a très largement augmenté. Il y a des pays comme la Chine qui viennent de sortir tous les Chinois de l'extrême pauvreté, ce qui est quand même un truc assez extraordinaire. Dans les années 90, on visitait des parties de la Chine qui étaient extrêmement pauvres. Donc, on a vécu quelque part 30 ans qui ont eu des tas de tiraillements et de difficultés, mais qui ont vu des masses importantes de gens de sortir de la pauvreté. Et ça, on le doit très largement au progrès technologique. Prenons même le Covid, sortir un vaccin en 1 an, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et si on sort, et j'espère qu'on sortira, et surtout pour votre génération, de cette pétaudière assez rapidement, ce ne sera que grâce à la science. Donc, je pense que oui, les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans l'amélioration de la vie, pourvu qu'on équilibre les nécessités de performance, parce que je reviendrai sur ce sujet, la performance, ce n'est pas l'entreprise qui la décide, c'est parties prenantes, par des contributions qu'on peut qualifier d'extra-financières en direction de l'environnement, en direction des communautés, en direction des collaborateurs, qui permettent de faire avancer les choses. Mais moi, je considère que ma première responsabilité va vers mes clients et mes collaborateurs et leurs familles et les fournisseurs de Schneider, qui représentent 70% de la valeur ajoutée de Schneider. Et donc, que je pense, on a, nous, un impact fort sur cet écosystème. On aide aujourd'hui nos clients à économiser 100 millions de tonnes de carbone par an en utilisant du digital et de l'électrification bas carbone. C'est absolument considérable. Et on fera encore plus dans le futur. On est la plus grosse plateforme d'échange de renouvelables au monde qui permet aux producteurs de renouvelables de connecter avec des clients et d'accélérer la rénovation et la transition énergétique. Et ce n'est que le début. On va continuer à innover, à amener d'autres valeurs. Et vous savez, quand les gens, on choisit tous, quand on est jeune, ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, j'ai parlé de ma curiosité pour les autres et pour les autres qui ne me ressemblent pas, qui me ressemblent le moins possible. Donc, du coup, la volonté d'aller loin dans le monde et la capacité à résoudre des problèmes fondamentaux en utilisant la technologie est une aventure formidable qu'une entreprise permet de réaliser. Dans quelle mesure la crise sanitaire actuelle a impacté une entreprise multinationale comme la vôtre? Est-ce que vous envisagez des changements organisationnels après cette crise? Et si oui, lesquels? Alors, la réponse est oui. Je pense que dans mes 17 années, ça a été l'année la plus dure que j'ai jamais vécue. Parce qu'en plus des crises financières et des chocs qui étaient complètement imprévisibles, le premier sujet, c'était la sécurité de nos collaborateurs et notre entourage. Et en étant présent dans plus de 100 pays, 200 usines, 100 centres logistiques, et puis des bureaux dans la plupart des villes du monde, on a été confronté à toutes les situations. Et le virus, alors là, a été un révélateur de toutes nos différences culturelles. Il a impacté les sociétés de manière très différente, mais surtout les réactions des cultures ont été extrêmement différentes, avec des résultats complètement divergents. Donc, premier élément, oui, ça a été une année très difficile et elle a été, y compris pour Schneider. Maintenant, moi, j'ai commencé l'année en disant à mes collaborateurs, on a vécu des années de crise et c'est dans ces années de crise qu'une société comme la nôtre, que notre communauté, que notre groupe va créer une signature. Il y a des gens qui vont se recroqueviller, il y a des gens qui vont se redéployer, il y a des gens qui vont s'adapter tous les jours. Et en tout cas, l'année 2020, on regardera dans les années qui viennent l'année 2020 comme la signature de la santé des entreprises, de leur gouvernance, de leur culture, de leur collectif, de leur sens collectif, de leur rôle vis-à-vis des communautés. Et de ce point de vue-là, on a eu une année qui était à mon avis, qui était extraordinaire. Mais une année sur la brèche, donc beaucoup d'écrans, bien évidemment.
probablement pour moi 15 à 17 heures par jour. Et puis, et alors, quand vous posez la question, est-ce que les choses seront les mêmes après? J'espère que non. J'espère qu'on va surtout ne jamais revenir où on était avant. Donc, la crise a massivement accéléré l'adoption du digital, massivement aussi augmenté la perception de la nécessité du développement durable, parce que si un petit virus peut bloquer notre style de vie comme ça, le climat, le changement climatique peut bouleverser l'avenir de nos vies. Et j'espère qu'on ne fera plus jamais tous les voyages insensés qu'on faisait avant. J'espère qu'un grand nombre de réunions pourront se faire en digital comme on le fait ce soir. J'espère qu'on pourra économiser sur le carbone, sur la fatigue, et donc ça, c'est la première chose. Oui, j'espère qu'on va changer et qu'on sera dans un mode beaucoup plus hybride et beaucoup plus digitalisé. Deuxième élément, je pense que le leadership va changer. Parce que nous, si je pense qu'on a bien réagi dans cette crise, c'est qu'un élément profond de l'organisation et de la culture de Schneider, c'est la confiance et la localisation des décisions. Être capable d'aller vite, prendre des décisions au niveau local, dans la langue locale et en réagissant au plus près du terrain. Et cette confiance qu'on a acquis, forcée quelque part par le Covid, on l'avait déjà, mais on a été obligé de la développer à un autre, fait qu'on devra changer notre style de leadership. Je pense qu'on vivra sur du multipolaire beaucoup plus réactif, beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus autonome. Et de nouveau, la clé sera la vitesse. Et après, la question qu'on a en face de nous, c'est face à cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de gérer les entreprises, comment est-ce qu'on crée ou on maintient ou on développe une culture d'entreprise? Et c'est très lié aussi à la nature du leadership et l'évolution de cette nature du leadership. Bon, je pense qu'on a des tas de questions intéressantes, mais j'espère qu'on ne reviendra jamais à ce qu'on connaissait avant. Comment avez-vous accompagné la digitalisation de la gestion de vos ressources, de vos projets R&D ou de votre production? L'intelligence artificielle a-t-elle amélioré la gestion de votre organisation matricielle? D'abord, j'enlèverai le sujet d'organisation matricielle parce que c'est pas, comme j'ai dit, nous, on commence d'abord par les personnes et ce qui va les motiver. Et donc, derrière, on n'est pas très dogmatique avec les organisations. On essaye de trouver des organisations qui soient au service justement de l'autonomie et du développement de nos collaborateurs. Comment est-ce qu'on a mené cette digitalisation? D'abord, on développe des technologies digitales. Je vous l'ai dit, 50% de notre chiffre d'affaires s'inscrit dans ce qu'on appelle des architectures digitales qui sont complétées par des softwares, des analytiques et des dispositifs d'intelligence artificielle qui utilisent l'intelligence artificielle pour tirer la quintessence des données, et on se l'applique à nous-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Ça a été un très long voyage. Ça a été un très long voyage parce que ce que vous découvrez, c'est que quand vous êtes dans le digital, vous vous introduisez dans la vie de vos clients, enfin, vous vivez avec vos clients, et donc ça veut dire qu'il faut connaître l'application des clients, tout en restant juste dans la technologie. Et quand vous avez connecté les choses, il faut développer du software et de l'applicatif pour donner du sens à ces données. Et donc, pour nous, ça a consisté, comme on l'a dit, à tripler la taille de la société et à créer dans Schneider des compétences qu'on n'avait pas, c'est-à-dire une vraie société de software, des vraies sociétés de services technologiques et des capacités à connecter les installations de nos clients avec des équipes de services auprès du terrain qui soient capables de les aider à le faire de façon pratique. Très bien. Et je vais être obligé de m'arrêter là et de vous remercier de votre hospitalité, de votre temps et de votre patience, d'être avec moi pendant cette heure. Merci à tous. Je vous envie beaucoup d'être jeune et de commencer votre carrière maintenant, à un moment où on a tous un challenge commun, beaucoup de challenges communs à relever, que ce soit dans le domaine de l'environnemental, du social et de la durabilité de nos choix. Et à un moment où vous êtes au tout début de l'épisode 2 de la vie de l'Internet et du digital, voilà, je pense que vous avez beaucoup de choses à faire et si on peut le faire ensemble, ça sera avec grand plaisir.